En 2011, nos appels aux professeurs d'histoire n'avaient obtenu aucun écho pour qu'ils engagent leurs élèves dans le concours de la Résistance. Et notre projection du film 93 rue Lauriston fut un fiasco. 31 spectateurs, mais aucun élève. Cette année, en 2012, 2 collèges ont contacté l'ANACRE pour que nous soyons partenaires de leur projet pédagogique. Le premier, le collège Clos Saint-Vincent, désirait traiter la résistance dans son ensemble. Le deuxième, le collège Victor Hugo, désirait préparer le sujet du concours, résister dans les camps nazis. Et il projetait un voyage intergénération en Allemagne vers les camps. C'est ainsi qu'au matin du 20 mars, élèves et vétérans de l'ULAC se retrouvent dans ce car, roulant vers Buchenwald. Je m'appelle Émile Torner, je suis né le 23 novembre 1925 à Paris 12e, donc je suis un fils d'immigrés, première génération. Non, mais c'est le 7 qui est sauvé. Moi, si je on l'emmenait dans le train. Était-il possible de s'échapper au moment de la déportation en Allemagne? Pour s'échapper, c'était pas possible pour une bonne raison. Il fallait avoir des contacts extérieurs, connaître la langue, connaître la géographie, et puis avoir des contacts extérieurs, ce qu'on ne pouvait pas avoir. Donc ça aurait été une folie de risquer de s'échapper. Mais il y a eu quelques évasions, mais la plupart n'ont pas réussi. Il y a une question, qu'est-ce qui vous poussait à partager votre pain? C'est-à-dire quand on touchait notre ration de pain à Langenstein, on avait une petite balance, à la fin on avait un pain pour 8, on coupait les rations, quelqu'un se tournait de dos et on montrait du doigt, il ne voyait pas ce qu'on montre. On lui disait pour qui cette ration, il disait pour un tel, c'était pour montrer que c'était le plus équitable possible. Ah, tu voulais pas des chips? Voilà, il te fume en train de faire le gamin là. Voilà, tout simplement. T'es obligé, c'est la caméra. Là, il est raisonnable. C'est la caméra qui l'a. Je voudrais rendre un très grand hommage aux femmes qui ont su résister d'une façon étonnante également à l'intérieur des camps, puisque le sujet de votre concours pour la résistance, c'est résister dans les camps nazis. Et les femmes ont été merveilleuses, elles ont su résister. Dans le convoi des 240 femmes, il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova, qui était communiste, qui est morte du typhus, Charlotte Delbos, qui était une poétesse, et quand elles sont rentrées à Auschwitz, elles sont rentrées en chantant la Marseillaise, ce qui a réconforté les quelques Françaises qui étaient à Auschwitz. La résistance intérieure de Buchenwald a été très très pluraliste. Il y avait Christian Pineau, qui a été ministre également du général de Gaulle, qui a fait partie de Libération Nord et qui était socialiste. Stéphane Hessel, qui était ambassadeur de France, dont on le voit encore à la télévision aujourd'hui, et Pierre Sudreau, qui était un homme de droite, très ami avec Guy Ducolonnet, qui était communiste, et qui est décédé le mois dernier. Et donc vous voyez, et n'oublions pas le colonel Frédéric-Henri Manès avec Marcel Paul. Bien, nous arrivons. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle la route du sang, la route rouge, parce qu'elle a été construite par les prisonniers exprès. Pouvez-vous nous raconter la libération du camp en avril 1945? Buchenwald a été libéré par les déportés internés eux-mêmes. Ils ont fait une cinquantaine de prisonniers ils savaient que les Américains n'étaient pas loin, mais ils se sont rendus maîtres du camp de Buchenwald. Donc c'est les déportés internés eux-mêmes qui ont libéré Buchenwald. Moi j'étais à Langenstein. On a été libéré le 13 avril 1945. C'était un vendredi et il n'y avait aucune explosion de joie. C'est-à-dire j'avais pas fait l'évacuation du camp. Le 9 avril, le camp avait été évacué et nous sommes restés 4 jours sans nourriture, sans rien,
où la mortalité a été très très grande. Et lorsqu'on nous a dit voilà vos libérateurs les Américains, on était des mannequins en sursis, on était des cadavres vivants, mais il n'y a pas eu d'explosion de joie ni rien du tout. Ça existait ou ils l'ont inventé? Oui, mais tu bouges quand même. Bah, je bouge, bah oui. Tu marches. Oui, il y avait un escalier. 19 avril 1945, il y a eu un serment qui a été lu dans toutes les langues qui s'appelle le serment de Buchenwald, mais je vais simplement vous dire la fin de notre serment. Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. Ce serment a été lu dans toutes les langues et en langue française. Vous l'aurez pour quand vous irez à Buchenwald, et vos professeurs vous feront lire sur la place d'appel de Buchenwald. Le serment de Buchenwald a été prononcé sur la place d'appel du camp de Buchenwald le 19 avril 1945. 51 000 des nôtres ont été fusillés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés, empoisonnés et tués par piqûre. Si quelque chose nous a aidés à survivre, c'était l'idée que le jour de la justice arriverait. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous remercions les Alliés, les Américains, les Anglais, les Soviétiques et toutes les armées de libération qui luttent pour la paix et la vie du monde entier. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. Avec cette visite d'Émile Turner au collège, nous avions convié le festival Résistance au cinéma à projeter le film Sobibor. Ce 2 février, 132 spectateurs, collégiens et publics, assistèrent au ciné-débat animé par Léon Klein, ancien FTP de la Moye, évadé d'un train de déportés. L'aboutissement de nos efforts dans ce partenariat fut le DVD des collégiens, qui obtint le 3e prix des devoirs vidéo au concours de la Résistance. Une première à Noisy-le-Grand. Ici, en 1942, existaient 3 parcelles de jardin, dont une bâtie, et c'est en limite de ce modeste pavillon que passait la ligne souterraine grande distance, utile à la Wehrmacht pour sa liaison entre Paris et Berlin. Les services secrets anglais et français ayant besoin de connaissances sur la machine de guerre nazie pour préparer la reconquête de l'Europe, constituèrent avec le mouvement résistant des PTT une opération appelée la source K. C'est l'ingénieur Robert Keller qui accepta de la diriger. Le 15 avril 1942, Robert Keller crée un défaut artificiel plus loin sur le tronçon de ligne Paris-Metz. Les Allemands exigent aussitôt recherche et réparation, mais sous leur surveillance. Robert Keller, comme il l'espérait, et muni de toutes les autorisations d'usage, découvre le point de rupture, évidemment devant le pavillon d'Édouard Jaune. Le 16, les fouilles commencent. Et le soir du 18, l'intervention sur le câble est décidée de nuit pour raison de sécurité. Une tente d'intempéries est disposée au-dessus de la fouille centrale afin de filtrer l'éclairage des lanternes qui pouvaient déclencher une patrouille de la DCA du fort qui était située à 1000 mètres à travers champs. Dans la tranchée, Keller, Guilloux et Matéron coupent, décapent, soudent dans l'inextricable amas des 80 conducteurs de cette ligne. Robert Keller sélectionne les fils, ne quittant pas son téléphone en liaison avec ses vérificateurs, Lobro à Saint-Amand, Fugier à la Ferté-sous-Jouarre, pour les circuits à suspendre durant l'intervention. À l'extérieur de la tente, Combeau feint de s'affairer à quelques tâches urgentes.
Et à 4 heures du matin, piquage terminé, fouilles comblées, 70 grands circuits dérivés, ceux de la Kriegsmarine, de la Luftwaffe, de la Wehrmacht, de la Gestapo. Maintenant, à sueur et à deux guingants, de raccorder les câbles aux amplis et postes d'écoute. Et des écoutes, il y en a eu durant 9 mois. Mais janvier 1943, sur dénonciation, ce fut le tragique épilogue. Robert Keller et la plupart de ses camarades furent arrêtés et déportés. Robert Keller dut résister à la torture pour protéger ses supérieurs. Puis les camps du Struthof, d'Oranienburg, de Bergen-Belsen, où il mourut le 14 avril 1945. Nous sommes là pour pérenniser la mémoire de ces résistants. Honneur aux résistants des transmissions. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 68e anniversaire du 26 août 1944. Gère de la commune de Gagny. De Noisy-le-Grand. Garde à vous. Formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang imbu, arbre de nos sillons. Président du Conseil 1980. Quelle était la projection Madame la ministre du Commerce extérieur, monsieur le maire de Ouessy. Ces interventions dans les écoles et dans les journaux font que des générations après la guerre, l'histoire ne tombe pas dans l'oubli. Cette plaque continuera à porter son engagement et je remercie encore tout le monde de l'honneur qui lui est porté. Merci. Message de Madame la ministre. Nous savons aujourd'hui que la résistance a été le fait de combats, a été le fait de hauts responsables, mais elle a été aussi le fait de gens de tous les jours. Et précisément, nous rendons honneur et hommage à celles que nous avons bien connues, toujours fidèles à ce rendez-vous. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus municipaux, madame la députée, cérémonies commémoratives, locales, départementales. Dans l'actualité, on entend souvent, dans des combats qui sont menés contre des dictateurs qui ont été chassés, on entend parfois ce mot de résistance accolé à des mouvements. Mais tous les mouvements de résistance ne sont pas porteurs des valeurs dont a été porteur la résistance contre le nazisme. Et vous souhaitez pleine réussite dans votre congrès et dans vos travaux aujourd'hui. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Il a été établi par trois lois. Il donne aux points de pension
militaire et d'invalidité. Un contenu. Le 3 mars, c'est le premier raid de l'aviation anglaise sur les usines Renault-Rosinga et Samson, à Boulogne-Billancourt, usines travaillant pour l'armement allemand. Ce fut un bombardement de nuit, à basse altitude, avec des fusées éclairantes. J'habitais près du pont de Saint-Cloud. Je me souviens ce qu'il faisait clair comme en plein jour. La presse clandestine apparaît et prend vite une réelle importance. Les mouvements de résistance naissent autour d'un journal clandestin. La masse et la variété des journaux est assez stupéfiante. De plus en plus, je constate avec mes élèves que nous sommes en contact avec des enfants, ceux qui ont maintenant 13, 14, 15, 16 ans, dont ni les parents, ni même de plus en plus les grands-parents n'ont connu la guerre. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont plus eu ce que moi j'ai connu toute ma vie, c'est-à-dire des repas de famille où on parlait de la résistance, on parlait de la guerre. Moi j'entendais mon grand-père, quand j'étais tout petit, parler de la Première Guerre mondiale. Donc ce lien... Un tiers, et même dans certains comités les plus actifs, un quart des adhérents est constitué d'anciens combattants résistants devenus aujourd'hui octogénaires. Ils sont pour les collégiens les derniers témoins de la mémoire vivante de cette épopée qu'a été la résistance et de cette nuit abominable qu'a été la déportation. Je fais participer mes élèves au concours national de la résistance et de la déportation depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous, les enseignants, nous devons faire le lien, nous devons contribuer à faire le lien entre le monde de la résistance et les jeunes générations. Au prochain conseil d'administration, mon collège va être le premier collège à adhérer en tant que personne morale à l'ANAR. Voilà. Ami, entends-tu le val noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne?